bonjour, bienvenue. Merci de nous rejoindre pour parler tourisme dans ce splendide village d'Opter-sur-Dronne en Charente. Nous sommes là aux confins des régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, 3 territoires réunis sous la bannière de la Nouvelle-Aquitaine, un poids lourd touristique. À la faveur de la pandémie, des confinements et des limitations de voyage à l'étranger, notre région a séduit une nombreuse clientèle. L'été dernier, la Nouvelle-Aquitaine est ainsi devenue la première destination touristique de France. Comment le rester ? Quels atouts, quelles difficultés? C'est ce que nous allons explorer avec nos invités et nos reportages. Mais d'abord, faisons mieux connaissance avec ce village où nous nous trouvons. Charles Audouin, bonjour. Bonjour. Vous habitez la commune depuis plus de 20 ans et en êtes actuellement le maire. Comment donneriez-vous envie de venir visiter Opter-sur-Dronne? Alors, il y a plus de 20 ans, je suis tombé amoureux de ce village. Et comme beaucoup de ceux qui vivent ici et de ceux qui nous rejoignent en tant que visiteurs, le charme opère presque spontanément. Les images sont là, derrière nous, le décor est planté. Un beau panorama. Vous bénéficiez du label Plus beau village de France depuis 1993, celui de Petite cité de caractère depuis 2012 et Station verte aussi depuis plus de 30 ans. Qu'est-ce que ça apporte? Alors, ce sont 3 axes de promotion et de promesses qui sont faites. Petite cité de caractère, pour le dernier que nous avons obtenu, c'est un axe autour de développement de la cité, autour du patrimoine. Un axe dans lequel nous avons un partage réalisé entre des règles et d'autre part, l'association des habitants donc, à ce label et à son développement. Les plus beaux villages de France. Alors ça, c'est le plus beau titre que nous ayons obtenu donc, en 1993. Et du jour au lendemain, pour la beauté de cette cité, pour son caractère exceptionnel, nous avons rejoint ce réseau des 163 plus beaux villages de France. Nous fêterons le 40e anniversaire de cette belle association cette année. Et puis Station verte, c'est le plus ancien. Et celui-là, il est lié au fait que nous avons tout autour d'Opter un espace naturel parfaitement conservé. Nous avons une rivière, nous avons un espace de baignade, un espace de canoë, des nombreux chemins de randonnée autour de la cité. Donc nature et culture se rejoignent ici pour en faire un mélange tout à fait exceptionnel. Et chacun de ces labels, ça a été l'occasion de grappiller encore plus de visiteurs? Chaque fois qu'un titre nous est attribué, eh bien, c'est en général un effet levier de 30% de visiteurs supplémentaires qui nous rejoignent ici et qui succombent au charme de la cité, en particulier à celui de l'église souterraine, qui est le monument le plus visité du département de la Charente. Alors, comment attirer les touristes dans un village s'écarter des grands axes? C'est l'église qui est votre locomotive principalement? C'est une locomotive, mais bien au-delà, c'est l'héritage même de cette cité, voilà, qui assure un charme quotidien. Et 3 pas faits dans la cité permettent de découvrir des images nouvelles. Les visiteurs qui viennent ici viennent s'y ressourcer, viennent s'y implanter quelquefois, ils restent, ils demeurent, c'est des coups de cœur qui durent quelquefois. Et puis c'est un espace également de ressourcement, on s'assoit sur la place Trarieux, là, entre amis, on parle 10 langues sur la place, hein, et on a beaucoup d'habitants qui viennent du monde entier ici à Opter. On s'y marie également, voilà. C'est aujourd'hui un décor et un lieu de partage de plaisir pour des milliers de visiteurs. Alors vous disiez on s'y marie, c'est-à-dire que c'est les Anglais installés ici qui profitent Alors, de les Anglais, c'est une activité nouvelle que nous avons découverte, donc, et on vient se marier à Opter, pas comme on va à Las Vegas, mais ici on fait une fête magnifique, à la fois dans l'église et sur la place, et c'est pour les personnes qui viennent célébrer ce moment exceptionnel des souvenirs inoubliables. Alors 340 habitants à l'année, et combien de visiteurs? Comment est-ce qu'on digère ce flux? Alors on digère ce flux en ayant un tissu économique adapté. Et nous avons dimensionné 12 restaurants, ils sont ici pour accueillir avec 340 habitants, c'est quand même tout à fait particulier. Nous avons tous les commerces de proximité, nous avons aussi un tissu d'artistes et d'artisans d'art qui participent à l'accueil et au charme de la cité. Et bientôt un nouvel outil de communication, dites-moi? Alors cet outil-là, il est le dernier bébé qui vient de naître, là, c'est le guide du routard. Ce soir, nous le lançons donc. Et c'est une fierté et un honneur à la fois pour Opter qui figure sur la couverture, mais aussi pour tout le pays Sud-Charente. Au cœur de la Nouvelle-Aquitaine, voilà, une pépite aujourd'hui se met dans le paysage et tout le charme du Sud-Charente est contenu à l'intérieur de cette publication. Merci beaucoup, monsieur le maire. Nous allons poursuivre en prenant un peu de recul. Sur la carte, nous étions à l'échelon local, passons au régional. Comment la Nouvelle-Aquitaine se positionne-t-elle dans le paysage touristique? Un coup d'œil à quelques chiffres et nous retrouvons un nouvel invité. Première destination de France l'été dernier. La performance donne le sourire aux professionnels du tourisme. La Nouvelle-Aquitaine est en fait la région qui aura le moins souffert de la pandémie et totalise 39 millions de nuitées entre mai et septembre. C'est la clientèle française qui sauve et porte cette belle fréquentation.
Les étrangers qui ont pu venir ont opté pour l'hôtellerie de plein air. Nous sommes d'ailleurs la région la mieux dotée en la matière, avec 177 000 emplacements de camping. Nos plages océanes restent le premier pôle d'attraction. Et voici le tiercé dans l'ordre: Charente-Maritime, puis Landes et Gironde. Côté intérieur, la Dordogne est le département qui engrange le plus de recettes. La crise sanitaire a aussi dopé les chiffres en Creuse et Corrèze. Envie de grands espaces, de bol d'air. À l'inverse, le tourisme urbain aura lui été plus pénalisé par le Covid. Les tendances nées de la pandémie ou accentuées par elle vont-elles se confirmer? Comment capitaliser sur ces réussites dans un contexte de forte pénurie de main-d'œuvre? C'est un enjeu important. Dans notre région, le tourisme pèse pour 9% du PIB et génère 140 000 emplois. La saison 2022 sera celle des défis. En Nouvelle-Aquitaine, les réservations affichent déjà une croissance supérieure de 50% par rapport à 2019. Chaque année, des dizaines de milliers de touristes se pressent en Sud-Charente, ici à Opter-sur-Drône, pour visiter l'extraordinaire église souterraine Saint-Jean, classée au monument historique depuis 1912. De l'extérieur, on se demande bien pourquoi, mais une fois qu'on est ici, pas de doute, on est dans un espace vraiment extraordinaire. On a perdu quelques degrés quand même au passage, il doit faire 12 à peu près. Une petite laine et bienvenue en toute saison. C'est le plus vaste édifice religieux troglodyte d'Europe. Elle a été creusée au XIIe siècle dans la roche calcaire. Christelle Chassagne, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine. Notre région, première destination de France l'été dernier. Comment expliquer cette réussite ? Déjà par la sociologie de nos touristes qui sont historiquement français. Du coup, nous avons été moins impactés par la crise sanitaire. Et puis aussi parce que nous avons beaucoup de propositions, tout aussi charmantes les unes que les autres. Nous sommes au cœur d'une région incroyable, peut-être la plus belle région. Je dis toujours en plaisantant que c'est la plus belle région de l'univers, mais pour plein de raisons, parce que l'offre est variée sur le sport, sur la gastronomie, sur le no-tourisme, évidemment sur des zones un peu plus reculées aussi, notamment la Dordogne, la Creuse, qui aussi, dans cette période de crise, ont été très plébiscités. Le littoral, ça aussi, c'est... Alors le littoral, c'est tous les étés, évidemment, on a tous envie d'aller en bord de mer, mais on a aussi découvert que finalement, les gens y restaient moins longtemps, circulent un peu plus sur le territoire, et là-dessus, nous sommes aussi très forts, avec une offre sur l'arrière-pays qui est très importante. Puis je crois qu'ici, on est au cœur d'un patrimoine historique très fort. C'est aussi la valorisation des petites cités de caractère, des villes et villages fleuris. Il y a pléthore d'offres, et donc il y en a pour tous les goûts. Et beaucoup d'espace. Je pense à de grandes plages océaniques. Ça aussi, en période de pandémie, ça a joué en notre faveur. Il y avait une envie de consommer en s'éloignant des grandes villes, en allant sur des grandes plages où on est moins entassé que sur d'autres territoires. Et puis aussi des pistes cyclables incroyables où là, on est relativement tranquille. Donc c'est vrai que ce territoire, il est géographiquement très riche. On parle d'une région qui est aussi grande que l'Autriche. Donc c'est dire s'il y a de quoi faire. Je pense aussi au lac de Vassivière, par exemple, où voilà, c'est un aller pour le Québec. Donc oui, ces grands espaces sont là. Et puis, la proposition, elle répond aussi à l'attente des Français. Les Français, quand ils partent en vacances, ils veulent du farniente, ils veulent de la plage, ils veulent bien manger et pas s'ennuyer. Ça, c'est quelque chose qui est très commun à tous les touristes. Et là-dedans, on a des belles locomotives touristiques. Je pense au Futuroscope, par exemple. Le Futuroscope, on a voilà, de défis planète, on a de l'hébergement insolite, on a des parcs d'attractions, des parcs aussi, un parc tout à fait intéressant dans le respect aussi de l'environnement. Et ça, je crois qu'il faut aussi souligner que c'est une attention toute particulière pour la Nouvelle-Aquitaine, où nous sommes très engagés sur le tourisme durable et sur les propositions qui sont faites à nos touristes, très attentifs aussi à ces nouveaux critères. Alors là où nous avons une sacrée pépite, on en a d'autres plus anciennes encore. Je pense à Lascaux. Oui. Combien de visiteurs à Lascaux ? Oh là, vous me posez une colle, mais c'est énorme. Et Lascaux, aujourd'hui, c'est une proposition toute l'année dans le monde entier où nous avons, par exemple, la semaine dernière, j'étais en Belgique, à Flémal, où au Préhisto-Muséum, nous avons la possibilité de découvrir Lascaux 3, donc une visite numérique avec des millions de visiteurs chaque année au niveau international. Et alors, par rapport à notre clientèle, quelle promotion commerciale est-ce que vous mettez en œuvre ?
Alors, en Nouvelle-Aquitaine, nous avons le top 14. Nous sommes une terre de rugby, il y a 14 destinations, 14 marques, mais il n'y a pas que ça. Donc, en fait, nous essayons régulièrement de faire la promotion d'abord de nos destinations, de nos typicités, mais aussi d'un nouveau tourisme. J'en parlais tout à l'heure. Il y a par exemple la découverte des savoir-faire qui est très importante, la découverte de notre gastronomie. Donc, ça veut dire que nous nous concentrons avec les offices du tourisme qui sont évidemment en charge de la promotion aussi des professionnels et des destinations, d'avoir une équité sur le territoire et d'accompagner tout le monde en n'oubliant personne et surtout pas les petits lieux comme ça qui sont aussi très riches. Comme en Creuse, par exemple, avec la tapisserie à Aubusson, vous parlez des savoir-faire, la porcelaine à Limoges. La tapisserie d'Aubusson qui aujourd'hui aussi est à l'honneur et le sera encore plus dans 2 ans avec le Japon, avec les toiles j'ai oublié son nom. Miyazaki, merci. Donc avec l'étoile de Miyazaki, qui seront emmenés directement au Japon. Donc une grosse opération de promotion pour la tapisserie d'Aubusson. Et encore une fois, ça montre l'intérêt d'un tourisme autour des savoir-faire et de la transmission de ces traditions. On trouve ça aussi chez Bernardo à Limoges. On va trouver ça aussi dans des coutelleries. Et c'est l'occasion aussi de découvrir l'histoire d'un territoire. Cette promotion, elle passe par les réseaux aujourd'hui, les réseaux sociaux, Internet? Évidemment, ça passe par les réseaux, ça passe aussi par l'utilisation de nouveaux modes de communication. On travaille aussi beaucoup avec des influenceurs, ce qui n'était pas le cas avant. Je crois qu'on ne peut pas oublier aujourd'hui toute cette machine de promotion qui finalement touche en premier le consommateur. Et le consommateur, il devient youtubeur, il est là pour parler de ce qu'il a vu, de ce qu'il a mangé, de comment il a voyagé en vélo, en voiture. Et donc, tout cela est absolument important et on utilise aussi ces réseaux. Particularité à mettre en avant, de nombreuses visites ou événements sont gratuits et ça, c'est un truc français. Alors ça, c'est l'axe sur lequel je suis parce que je dis vraiment qu'en France, on a une chance extraordinaire. Nous sommes sur une terre ici, les terres d'Aliénor d'Aquitaine, reine de France, reine d'Angleterre, une femme d'ailleurs incroyable et qui nous montrait l'importance de la culture. C'est toujours le cas. Et aujourd'hui, on a une offre différente à l'étranger. C'est que notre offre, elle est très souvent gratuite, on oublie de le dire. Et ici, comme ailleurs, il y a des festivals, il y a du théâtre, il y a des arts de la rue. Et je crois que c'est aussi une manière de faire la promotion de l'arrière-pays. On parlait du littoral, mais parfois, on passe 2 jours à Châtelaillon, une journée à Bayonne, une journée à Biarritz. Et à côté, dans les terres, il y a ces offres-là. Une visite ici reste gratuite, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des pays de nos marchés européens de proximité dans lesquels on peut aller se promener. Nous parlions des atouts de la Nouvelle-Aquitaine, on pourrait citer l'hôtellerie de plein air aussi. L'hôtellerie de plein air, pour nous, c'est vraiment quelque chose sur lequel on est très bon, on est très bien situé. Encore une fois, ça tient aussi à la géographie de notre... Voilà, un espace naturel incroyable et donc une offre aussi de qualité avec vraiment de très belles prestations. Et puis, il y en a pour tous les goûts. Et il y a aussi des espaces qui sont très, très épurés sur lesquels on va venir poser sa tente. On arrive en vélo. Il y a aussi aujourd'hui tout cet attachement, encore je le disais, au tourisme durable, donc les capacités à recharger son vélo, trouver des bornes. Le zéro voiture aussi est très important sur la Nouvelle-Aquitaine. Nous venons de passer un accord avec l'ADEME pour avoir des vacances sans voiture. Et on va y revenir plus longuement tout à l'heure. Merci beaucoup Madame Chassagne pour ces premiers éléments. Le camping, justement, l'offre est importante dans notre région avec 177 000 emplacements. Le haut de gamme se développe de plus en plus. Exemple de ces investissements pour élargir les services proposés avec ce reportage en Gironde. Le cadre est exceptionnel, les plages océanes à perte de vue. Nous sommes à Lacanau, connue notamment pour le surf. La station balnéaire accueille en ce moment des touristes de Pâques tout en se préparant pour la haute saison. Dans ce camping 5 étoiles, les mobil-homes sont très demandés. Ces vacanciers venus du Gers y passent la semaine. La terrasse, on apprécie énormément. Elle est grande, elle est spacieuse. Avec la plancha, c'est véritablement un grand confort. Après, à l'intérieur, il y a double salle de bain. C'est véritablement quand il y a 3 enfants en même temps, plus 3 adultes, c'est vraiment très, très pratique.
Sur les 9 hectares du camping, 200 emplacements pour les tentes, caravanes et camping-cars et 320 mobil-homes ont été disposés selon plusieurs gammes d'hébergement. Cela vous coûtera en moyenne 2 400 € la semaine en août et tout est déjà presque complet avec un taux de réservation compris entre 70% et 100% cet été. À la semaine, 2 400 la semaine. C'est plus le camping populaire comme peut-être l'ont connu nos grands-parents et nos parents. On a une nouvelle clientèle qui arrive. Étrangère peut-être ? Clientèle étrangère, surtout sur les ailes de saison, dès fin juin et jusqu'à mi-septembre. Les Allemands, les Hollandais notamment. Et puis au cœur de l'été aussi une belle clientèle française. Durant l'été, un espace aquatique de 5000 m² sera à la disposition des vacanciers, ainsi qu'une bulle tropicale qui offre une eau à 30 degrés. On a accès à l'intérieur à une piscine à vagues juste derrière moi, de laquelle partent quelques rivières avec des courants et des espaces détente avec des jacuzzis, des bains à bulles. Une équipe de spécialistes du bien-être propose aussi de prendre soin de la clientèle. Un spa composé de cabines de massage et de sauna a été ouvert sur 450 m². Ça permet de pouvoir s'accorder une petite parenthèse de bien-être en mettant peut-être les enfants au mini-club ou pendant qu'ils profitent de l'espace aquatique avec papa, maman peut venir se détendre et se faire masser par nos praticiennes professionnelles. Des vacances haut de gamme pour ceux qui le souhaitent, de quoi passer un été radieux après 2 ans de pandémie. Nous voilà à présent un peu en dehors d'Opter sur Drône aux portes de son camping. Il n'est plus géré directement par la municipalité depuis 3 ans maintenant. Cassandre Martin, bonjour. Bonjour. C'est vous qui êtes aux commandes à présent. Dites-nous quel changement vous avez opéré ici. Depuis qu'on est arrivé, donc on a mis des mobil-homes, des bungalows toilets et puis on a basculé, donc on est arrivé en 2019 et en 2020 on a basculé sur l'enseigne Camping Paradis qui nous a apporté un grand plus au niveau notoriété, visibilité au niveau national. Et un savoir-faire et l'image de TF1 avec un appui pour les concerts, les animations. Et voilà. D'accord. C'est important d'avoir différents types d'offres ? Oui, c'est important parce qu'en fait, il y a toujours le vrai campeur, l'ancien, qui réclame, il veut toujours son espace. Et puis il y a les nouveaux qui se disent qu'un camping, c'est forcément un mobil-home. Et donc ça, on appelle ça les nouveaux campeurs. Et il y a toujours les anciens campeurs, mais qui n'ont plus envie de s'embêter avec une toile de tente et qui se retrouvent avec des bungalows toilets, donc qui gardent l'esprit du camping, mais avec un minimum de confort et toujours dans une ambiance camping familiale à Opter. Pourquoi vous avez choisi Opter justement ? Opter, en fait, ça faisait 10 ans que j'étais en Nord-Charente et puis en fait, Opter, on en entendait tout le temps parler, on connaissait en Charente, on a l'impression de connaître que la Charente-Maritime ou Opter. Et quand on a vu que ça se présentait à un appel d'offres, on a fait une offre et on n'est pas déçus. Au niveau du travail, de l'évolution, c'est intéressant quand on fait ce métier-là et à garder une échelle humaine. La saison s'annonce bien ? Oui, pas mal au niveau des réservations. On est à 24% de plus que l'année dernière, donc on est content. Donc il n'y a que du plus à venir. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions et nous allons maintenant nous adresser à un professionnel, la Fédération de l'hôtellerie de plein air. Je suis avec le vice-président national, G. Kusters. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous tenez vous-même un camping en Dordogne. Oui. La tendance, on vient de le voir, c'est au mobil-home, au chalet, à l'insolite, à une offre de service très riche. On parle de glamping, c'est un mélange glamour, camping. Qu'est-ce que vous pensez de cette tendance ? C'est une tendance qui nous fait progresser. Le camping est plutôt dans l'air du temps, on va le dire comme ça, depuis une petite dizaine d'années. Et le fait qu'on ait de plus en plus d'équipements en dur et la diversité, que ce soit bien sûr des mobil-homes, mais aussi, comme la propriétaire du camping de Opter l'a dit, des tentes ou des lodges ou des roulottes ou des cabanes. C'est important de garder quand même le contact avec l'esprit camping. Ça, c'est clair. On est de l'hébergement en nature. Donc il faut garder ce côté un petit peu sensoriel avec l'espace naturel. Vous l'observez vous aussi, cette recherche du confort de la clientèle ? Oui, parce qu'on a une nouvelle clientèle. Depuis le Covid, les choses ont pas mal bougé. On avait les anciens campeurs, comme la propriétaire le disait, qui veulent leur emplacement ou leur mobil-home. Mais on a aussi pas mal de néo-campeurs qui, eux, cherchent plutôt du locatif peut-être un petit peu qui sort de l'ordinaire. Cher. Pas obligatoirement, de tout. Ça dépend où on se trouve. Traditionnellement, les Français vont beaucoup en bord de mer.
Mais depuis le Covid, on voit aussi des gens qui vont dans les campings d'intérieur, dans les départements d'intérieur, que ce soit les départements de montagne ou comme ici, les départements en pleine nature, dans la campagne de France, quoi. Encore, on est bien ici parce qu'on est juste à côté de, comme vous le voyez, de Aubeterre, de l'eau et de Aubeterre, qui est un des plus beaux villages de France. Est-ce que les campings de la région ont les moyens de suivre cette montée en gamme dont on parle? Quels sont les échos que vous avez là-dessus en sortie de crise sanitaire? Alors, la sortie de crise pour les campings, ou la crise en elle-même pour les campings, a été pas trop mauvaise, on va le dire comme ça. Nos saisons ont été un peu rabougries, mais dans l'ensemble, grâce aux aides de l'État, grâce à la diminution des coûts de fonctionnement, on est arrivé à avoir des résultats qui sont plutôt positifs. Et comme on vient de l'entendre aussi, on a l'image qui est de plus en plus bonne, de meilleure, et on a une nouvelle clientèle française, plus la clientèle européenne qui revient. Donc on a des taux d'occupation pour l'année qui vient qu'on n'a jamais eu. On a des taux en moyenne d'occupation qui ont monté de 25%. Donc quand on a un quart de progression pour une entreprise, c'est pas mal. Finalement, c'est une crise sanitaire bénéfique. Ça a été un moment... Pour l'instant, on ne sait pas ce que demain sera fait. Oui. Mais pour l'instant, oui, on est plutôt sur une phase ascendante. Comment se compose l'offre régionale par rapport aux catégories de camping? Alors on est dans l'ensemble, mais elle correspond à l'offre nationale aussi. On a beaucoup de petits campings. Le petit camping, c'est aller moins de 100 places, on va dire. Un peu comme ici, je pense qu'ils sont un petit peu moins de 100 places. Et on a quelques campings, mais plutôt des mastodontes, des grosses affaires qui sont sur bord de mer. Là où on retrouve un petit peu la masse de gens qui viennent. Après, on a aussi dans le monde du camping ce qui s'est passé dans le monde de l'hôtellerie. On a des chaînes comme Camping Paradis où les gens adhèrent en tant qu'individuels, dire j'adhère à une chaîne. Et on a des groupes qui eux achètent des campings et qui ont tendance même à acheter des petits groupes. Donc il y a une concentration sur du groupe aussi. Donc aussi une professionnalisation peut-être. On peut le dire, peut-être un peu plus de distance par rapport au client final. Mais on a dans l'ensemble encore 80-85% de l'offre, c'est du camping individuel. Il y a aussi une attente de pratiques plus vertes de la part du consommateur. Des normes plus importantes aussi là-dessus? Alors des normes, oui, tout à fait. Dans nos classements, ou que ce soit dans les labels, mais dans nos classements même, pour être ici c'est un 3 étoiles, il y a toute une partie de points qu'on peut avoir grâce à une politique verte ou de développement durable. Parce que bon, les campings ont dans leur ADN l'espace vert. On est dans des espaces souvent magnifiques, regardez ici, on est dans des espaces où maintenant on ne pourrait plus rien faire. Il n'y a plus de création de camping. Par contre, il y a des disparitions de camping. Et justement, pour essayer de freiner cette disparition de camping, on essaye d'amener tout le monde vers un développement plus durable, qui est plus responsable aussi. Donc durable, c'est de l'écologie, mais aussi économique, et puis du social aussi. Par exemple, ça passe dans la gestion des déchets. Des fois, c'est des espaces assez exigus. Comment faire pour continuer le tri en vacances aussi? Mais le tri, il suffit de regarder. On a 2 poubelles ici. Mais du tri, c'est très facile à faire. Et je pense que ce qui était à présent, quand on s'engageait dans une démarche environnementale, on va dire que c'était une contrainte ou une feuille de route pour le camping, alors que maintenant, ça devient un avantage concurrentiel aussi. Les gens sont sensibles, de plus en plus sensibles, et je pense que la crise, là aussi, a joué un rôle. Le fait que maintenant on arrive dans un endroit qui est très beau, mais si on n'a pas une politique environnementale un petit peu poussée, qu'on fasse aller au minimum le tri ou qu'on apprenne un peu sur la biodiversité de son lieu, que l'animation repose aussi sur ça, que les enfants apprennent à reconnaître tel type d'arbre ou tel type d'insecte ou tel type de poisson, et ben ça fait partie de l'apprentissage de son environnement. C'est des choses qui sont intéressantes, je pense. À développer encore, à poursuivre. Merci beaucoup, Monsieur Kusters, d'avoir répondu à notre invitation. Et nous restons dans cette même ambiance pour évoquer les belles performances des gîtes. C'est un autre style d'hébergement qui progresse fortement. Illustration en Limousin. La période est dense pour Marie Dumaître, directrice des Gîtes de France en Haute-Vienne. Ce matin, nous la retrouvons à Folle, à 40 minutes au nord de Limoges. Elle a rendez-vous avec ses propriétaires. Objectif, les conseiller afin qu'ils répondent au cahier des charges de l'association qui décerne le fameux label. Dans le département, une quarantaine d'agréments devraient être délivrés d'ici fin juin.
Depuis ce début d'année, depuis ces 4 premiers mois, nous avons enregistré une augmentation de l'ordre de 30% à peu près des visites de terrain et de ce fait des agréments de gîtes en Gîtes de France. Cette commune rurale de 460 habitants offre un cadre propice pour se mettre au vert. Depuis le début de l'année, la demande est forte, mais Gîtes de France peaufine la présentation de ses offres de location. Cela passe par des photos plus détaillées notamment, car cette année, avec la hausse du prix des carburants, les locations de meublés ont le vent en poupe. Ici, tout est complet du 15 juin au 15 septembre. Depuis presque 20 ans que je fais ça, c'est la première année où il y a autant de monde. Enfin, autant rempli l'été. Pour moi, c'est une très, très bonne saison. La Haute-Vienne, qui compte près de 400 gîtes agréés, semble tirer son épingle du jeu avec l'essor du tourisme vert. Une tendance de fond, selon l'Observatoire de la Société publique locale, Terre de Limousin. On constate que quand on fait une analyse des demandes les plus importantes sur Internet, par exemple pour venir faire un séjour en Haute-Vienne, il y a des mots-clés qui ressortent. Sur ces mots-clés, nature, randonnée, balade, sont les mots qui sont associés à notre territoire avec les gîtes ruraux, les campings, l'hôtellerie de plein air, l'hôtellerie, les autres formes d'hébergement. Mais pour une pratique douce, là on touche au slow tourisme. La crise énergétique va faire que les déplacements en voiture, en avion vont sûrement se réduire. Et donc on est une destination encore à faible notoriété, ce qui n'est pas un handicap, c'est plutôt une opportunité. La saison estivale s'annonce sous les meilleurs auspices. La nature, le soleil, nous y sommes en bordure de Drône, toujours à Opter en Charente. Annie Denéchaud, bonjour. Vous êtes la directrice des Gîtes de France pour la Charente. Alors vous confirmez, vous avez, comme votre voisine de Haute-Vienne, beaucoup de visites en ce moment Oui. Effectivement, on a énormément de demandes. La saison arrive, nous sommes au mois de mai, donc on a beaucoup de propriétaires qui souhaitent le label Gîtes de France pour cet été, pour se lancer dans l'aventure de l'accueil des touristes chez eux. Vous avez évalué un petit peu cette augmentation ? Alors, selon les départements, nous sommes entre plus 15 et plus 30% sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Pour le département de la Charente, nous sommes à plus 20% là actuellement, donc une très belle année. Il y a beaucoup de candidats aussi là, ceux que vous visitez, c'est ceux qui sont sur le point d'avoir le label, et puis il y a ceux qui réfléchissent. Et il y a les autres qui réfléchissent, effectivement, il y a une vraie demande aujourd'hui de propriétaires qui souhaitent revenir avec des activités nature, campagne, et on est en hausse de 80% nous en termes de demande sur le département cette année. Donc voilà, des porteurs de projets qui ont besoin de conseils et qui ont besoin d'analyse et d'aide. Le volume de la clientèle suit, c'est ça qui les attire, j'imagine ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on est sur des volumes d'affaires qui sont en progression. 2021 avait été une excellente année avec 50% d'augmentation et cette année, on est sur du plus 30, plus 40% selon les départements également. Qui vient dans les gîtes ? Qui vient une clientèle citadine, beaucoup de clientèle parisienne qui viennent au vert, qui viennent se mettre à la campagne, qui recherchent de l'espace. Et on a cette chance sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine d'avoir des espaces comme vous pouvez voir aujourd'hui, très vert, très campagne. Des gens de proximité, la Nouvelle-Aquitaine également, beaucoup de clients de Nouvelle-Aquitaine qui transitent ici. Et puis ensuite les Pays de la Loire et Bretagne-Normandie, beaucoup. C'est quoi la durée moyenne des séjours ? C'est très propice aux courts séjours aussi ? Alors, en gîte, on est sur une moyenne de 10 jours à peu près sur le département. Et en chambre d'hôte, on est à 2 jours à peu près. Donc plus du court séjour sur la chambre d'hôte, mais également au gîte. Qu'est-ce que les touristes cherchent ? Alors les touristes, ils viennent chercher chez nous la nature, le patrimoine. Vous l'avez vu sur Opter aujourd'hui, magnifique village. Et puis la relation avec le propriétaire. Chez nous, Gîtes de France, il y a une vraie relation avec le propriétaire qui va expliquer ce qu'il y a à faire dans le secteur, qui est un super ambassadeur du territoire et du terroir. Donc ils viennent chercher vraiment un rapport avec l'habitant du secteur. Voilà. Et ça, c'est ce que aussi les hébergeurs recherchent. Ils veulent augmenter leur relation sociale. C'est ça. À l'origine, Gîtes de France, c'était ça de toute façon. C'était le rapprochement de la ville avec la campagne. Et aujourd'hui, ce concept-là perdure. Et notamment avec le Covid, on a pu le voir. Les clients ont été renfermés pendant 2 ans. Et aujourd'hui, ils ont une vraie envie d'échanger avec les propriétaires. Et ils sont confiants avec Gîtes de France puisqu'on qualifie notre offre, on visite nos hébergements. Et ils savent que quand ils arrivent dans nos hébergements, ils auront une belle prestation qui correspond au prix qu'ils ont payé. On a beaucoup parlé de la campagne. Est-ce que vous prenez aussi les hébergeurs en ville ? Oui. Depuis une dizaine d'années, nous avons des city breaks qui sont sur les hébergements donc en ville, plutôt des grosses villes. Par exemple, nous, c'est Angoulême et Cognac. Mais effectivement, on a des city breaks qui se développent. Et là, on en a ouvert 4-5 sur Cognac cette année. Donc, c'est un hébergement aussi qui se développe. Tout à fait. D'accord. C'est le niveau d'équipement qui fait la différence aussi parfois ?
Alors au niveau des qualifications, on classe nos hébergements de 1 à 5 épis et effectivement plus on monte en gamme, plus l'équipement, plus les services, plus l'accueil les services autour de l'accueil vont être importants. Au minimum pour un gîte, il faut effectivement qu'on ait une pièce de vie avec la cuisine, son sanitaire et puis un petit espace en extérieur et en chambre d'hôte, une chambre avec son sanitaire privatif, effectivement. Et plus on monte dans la gamme, plus on a des équipements supplémentaires. La piscine, la piscine, bien entendu, le spa sont des éléments qui sont très fortement demandés. Très forte demande pour des hébergements avec piscine privative. Alors ça, c'était vraiment après Covid, les gens ont voulu se retrouver avec leur piscine privative et on a des très très fortes demandes avec des très bons taux de fréquentation sur les gîtes avec piscine privative, mais pas que. Est-ce que vous souffrez de la concurrence des plateformes en ligne? Comment est-ce que vous voyez ça? La différence, alors on est complémentaires, c'est-à-dire que les plateformes, elles vont faire de la réservation uniquement, ce que nous faisons nous aussi. En revanche, on est les seuls à aller voir nos hébergements, à les qualifier, à leur apporter du conseil. C'est vraiment une marque Made in France, en fait, avec des collègues qui travaillent tous en France. Et du coup, on a cette spécificité, nous, vraiment d'un accueil personnalisé, d'un accompagnement personnalisé pour nos propriétaires. Est-ce que c'est ce qui fait la différence aussi ensuite, c'est la critique en ligne? Alors la critique en ligne, on l'a de toute façon, comme sur les autres plateformes. On a nos avis clients, mais avec un très, très bon taux, puisqu'on est sur une moyenne de 4,9 sur 5 au niveau de nos avis clients, qui sont des avis clients qui sont très bons et qui certifient que nos offres sont très bonnes. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite? De continuer comme ça, plus 50% à la fin de l'année, ça serait super. Merci beaucoup. Bien. Merci beaucoup, Madame Denéchaud, pour cet éclairage. Merci. Et nous restons au vert encore. Je vous emmène à présent à la montagne. C'est un lieu très exploité, l'hiver trop, disent certains, et l'été alors. Quelles activités proposer? Éléments de réponse sur les hauteurs du Béarn. On change de saison. Entre hiver et été, chaque année pour Pierre, c'est le même rituel. On commence à préparer un peu pour cet été. Il lui faut adapter le matériel qu'il propose à la location. Des baudriers équipés, des matériels de vue à ferrata. Au fil des ans, il développe son magasin pour répondre aux attentes des touristes. 40% d'entre eux sont étrangers. On ne s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup de monde qui vient que pour ça. Faire l'Obisque, faire le col de Marie-Blanque, ce sont 2 cols du Tour de France. Les Anglais, les Hollandais, les Belges viennent souvent faire du vélo ici. La grosse difficulté de ces métiers-là, de l'outdoor, c'est qu'on commande 1 an à l'avance quasiment nos matériels. Donc c'est des inconnus. La météo, est-ce que cet été il va faire beau? Malgré l'incertitude, Pierre a grandi pour cet été son parc de tyroliennes. On dégage toute cette partie du terrain pour mettre le parcours enfant dans ce coin. On entreprend, on essaye d'avoir des idées pour que le parc soit de plus en plus complet, qu'il puisse tourner un maximum de temps sur l'année aussi. De nouvelles idées qui attirent. En juillet-août, la population de la vallée d'Ossau est multipliée par 10. C'est environ 100 000 personnes qui pénètrent dans les différentes structures des offices de tourisme composant notre entité. La Reims en particulier, l'été, c'est un peu plus de 30 000 personnes qui pénètrent dans l'office en 2 mois. L'attraction majeure du site, c'est son petit train, le plus haut d'Europe. 100 000 visiteurs de mai à octobre. Avant la reprise de son service, il faut le remettre en marche. Mais là encore, le temps décide de tout. Comme vous pouvez ne pas le voir aujourd'hui, derrière nous, c'est le haut du télécabine et le départ du petit train. Comme nous sommes tributaires de la météo, aujourd'hui on ne peut pas pratiquer le déneigement. L'autorail attire une manne touristique toujours en quête de nouvelles sensations. On a un petit projet sur le plan d'eau qui se trouve devant nous. On a besoin de diversifier nos activités, proposer un panel complet afin que le site touristique soit de plus en plus attractif et que la vallée d'Ossau finalement soit une destination choisie par les visiteurs. Des visiteurs charmés par le domaine et ses pistes de ski l'hiver, de plus en plus conquis par le charme estival de la station et ses nombreuses activités. Attirer les touristes vers des itinéraires bis, des zones touristiques moins courues, c'est votre mission en partie. Monsieur Mardikian, Patrick, bonjour. Bonjour. Vous êtes président délégué de Charente Tourisme, Charente avec un S. Alors parmi les choses qui nuisent à l'image du tourisme, on a tous en tête l'intense circulation automobile qu'on peut subir dans certains secteurs. Par exemple l'île de Ré. Comment est-ce que vous travaillez à réduire cette pression-là? Déjà, on essaye de faire connaître d'autres zones touristiques de notre région, effectivement plutôt l'intérieur. On ne communique plus pour aller chercher des touristes sur l'île de Ré, parce qu'effectivement ça sature un petit peu.
Sur le pont, effectivement, c'est toujours un problème, mais du coup, il y a l'écotaxe qui s'est mise en place après le péage pour effectivement travailler sur l'environnement des territoires. Mais notre mission, c'est effectivement de faire découvrir d'autres espaces de notre région. Les habitants du littoral se plaignent parfois de cette pression touristique ? Toujours un petit peu, mais bon, effectivement, ils savent pertinemment que sans le tourisme, malheureusement, cette zone serait peut-être moins développée, donc ils font avec. Alors, on est plutôt bien doté en hébergement. Le défi de l'accueil aujourd'hui, c'est donc plutôt le poids qu'il fait peser sur l'environnement aussi parfois. Comment est-ce qu'on préserve les équilibres ? C'est un jeu d'équilibre, effectivement. C'est d'aller sur les zones qui sont moins développées, qui sont plus environnementales, qui permettent effectivement de recevoir un public un peu plus qualifié pour qu'effectivement on ait ce bon équilibre entre la surpopulation et la sous-population touristique. Alors l'inverse de ce tourisme raisonné, c'est aussi ces énormes paquebots qui débarquent parfois à La Rochelle, Bayonne ou Bordeaux. Alors comment ces visiteurs-là, qui ne sont pas motorisés, on les emmène un peu plus loin, ailleurs? C'est une vraie question. Ce n'est pas malheureusement de notre compétence, donc on essaye de travailler pour que les espaces ferroviaires, les réseaux ferroviaires se développent pour qu'effectivement les gens puissent se véhiculer par le train dans notre région. La problématique des paquebots, c'est une vraie problématique, donc il faut effectivement peser le pour et le contre. Donc il y a des rencontres qui vont se mettre en place par rapport à ça. Et nous, à partir de là, il faut qu'on puisse développer. Alors il y a aussi la volonté d'aller sur les mobilités douces. Donc effectivement, il y a tout un travail qui est mené, notamment sur le long de la Charente avec la Flo Vélo, pour qu'on puisse inciter les gens à se déplacer autrement. J'allais vous en parler justement, c'est d'autres croisières, les fleuves, les rivières, d'autres genres de croisières. Ça fait partie des arguments de la Charente, ce slow tourisme. Tout à fait. L'idée pour nous, c'est pas forcément de développer le tourisme fluvial, mais plutôt le tourisme autour du fleuve et les aménagements du fleuve qui permettent effectivement, avec cette fameuse Flo Vélo qui part de Thiviers et qui va jusqu'à l'Atlantique, où on peut effectivement jalonner la Charente en vélo avec des espaces naturels au milieu. Comment est-ce qu'on fait pour créer tous ces aménagements, les faire connaître? Alors il y a ces grands itinéraires touristiques qui traversent notre région. Oui. Et ceux-là, la Flo Vélo, comment est-ce que... On surfe, on va dire, sur ce phénomène vélo. Donc effectivement, on profite de ces phénomènes de mode pour avancer. Mais après, il y a tous les réseaux de communication qui vont avec. Et on va vraiment travailler cette communication autour de cet axe touristique. Alors l'an dernier, vous aviez essayé, pour attirer un peu plus à l'intérieur, un système de remboursement. Racontez-nous un peu comment ça marchait et quel bilan vous en avez tiré. Le principe, c'était effectivement des bons Infiniment Charente qui ont été mis en place pour véritablement pousser l'offre touristique qui était en difficulté avec la crise sanitaire. Donc c'était des bons d'achat qui permettaient de venir sur le territoire, être hébergé, venir en restauration et autres. Ça a très très bien marché. Cette année, on ne le relance pas parce que les voyants sont un peu plus au vert, donc on va laisser démarrer la saison touristique de façon plus naturelle. Comment elle s'annonce cette saison? Elle s'annonce assez bonne. Assez bonne, avec le petit bémol de l'emploi? Avec un gros bémol de l'emploi, et ça, véritablement, ça va être aussi un axe d'action qu'on va mettre en place. Merci beaucoup, Monsieur Mardikian. Et pour un accueil de qualité, il faut de la main-d'œuvre qualifiée. Et ça, c'est la nouvelle crise qui se profile à la suite de celle créée par la pandémie. De très nombreux postes sont encore à pourvoir pour la saison. Nous sommes allés voir comment les professionnels de l'île d'Oléron tentent de faire face. Regardez. Florent entame tout juste sa saison dans ce restaurant sur l'île de Ré. Un bar grillé. Ensuite, pour les plats. Chaudré. Chaudré, donc 2 fois. Et le serveur ne chôme pas, il est l'un des 2 seuls saisonniers en salle. Le responsable du restaurant n'arrive pas à finaliser son recrutement. Il ne trouve pas de quoi loger ses employés. Là, pour le juillet-août, j'ai 2 caravanes que je leur prête et que je mets sur le camping municipal de Ars. Mais hors saison, là, j'ai pas de solution. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On réduit le nombre de couverts et au lieu d'en prendre 60, on n'en prend que 20 parce qu'on est 3 au lieu d'être 7. Début de saison raté pour les restaurateurs. Certains n'ont même pas pu rouvrir leur établissement faute de personnel. Christine s'étonne du manque de logements saisonniers sur l'île et regrette que ce problème n'ait pas été anticipé. Help les mairies, help les habitants de la région. Je pense qu'il y a des choses à faire, à trouver des solutions. Je pense qu'il y a des gens qui ont des habitations qui ne sont pas louées l'année, en tout cas très peu, ou des gens qui peuvent peut-être partager des chambres qui ne sont pas louées. Je pense aux personnes âgées, ça fait un petit revenu supplémentaire. Voilà, donc je sais pas, aidez-nous.
Christine et Florent sont tous deux parisiens et s'ils ne trouvent pas une location pérenne à un prix raisonnable, ils pourraient être contraints de mettre fin à leur contrat. Si demain il n'y a pas de logement, je prends mes affaires, je rentre à Paris, il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment pour Christophe parce que c'est quand même embêtant d'avoir un établissement aussi grand et de ne pas pouvoir l'exploiter au maximum. C'est vraiment délicat. Venir faire une saison pour tout dilapider dans le logement, c'est pas intéressant. Jusqu'à fin juin, les deux saisonniers logent dans le camping d'à côté. Ça va Florent? Ça va bien et vous? Ouais, je venais voir comment se passait l'intégration. Très bien, grâce à vous. Le propriétaire des lieux leur loue ce mobil-home 650 € le mois pour dépanner. Début juillet, le tarif passera à plus de 1 000 € la semaine pour les vacanciers. Ici, un camp saisonnier a été créé pour loger une petite trentaine des 40 employés, condition sine qua non pour signer un contrat sur la saison. Clairement, dans la phase de recrutement, c'est une des premières questions, est-ce que vous logez? Donc ça, c'est clair que le salaire rentre aussi dans la négociation, mais le logement est quelque chose d'essentiel. Sans ça, on ne pourrait pas trouver autant de monde qu'on a aujourd'hui, quoi. Cette année, la communauté de communes de l'île de Ré recense près de 4000 saisonniers. À 2 mois des grandes vacances, près de 700 d'entre eux n'ont toujours pas d'endroit où dormir. Ici à Opter, quasiment aucun restaurateur n'a bouclé son recrutement et ça commence à devenir urgent. Exemple ici, avec vous, Monsieur Roch, vous tenez une crêperie. Quel emploi vous manque aujourd'hui? Emploi au pluriel peut-être? Alors des cuisiniers, un cuisinier, voire deux, et quelques serveurs. Comment vous allez faire en attendant? Là, en attendant, on va fermer 2 jours dans la semaine. Et certainement certains soirs aussi, parce qu'on ne pourra pas assurer la totalité des heures. C'est la première année que vous avez ce genre de difficultés? L'année dernière, on l'a un peu rencontré, mais là cette année, oui, c'est pire que d'habitude, quoi. Comment vous faites pour convaincre les gens, pour les chercher? Nous, on a un correspondant à Pôle emploi là, qui arrive à nous trouver certaines personnes. Et après, sur les annonces sur le Bon Coin, Indeed, mais bon, on n'a pas de... Pas de retour pour l'instant? Pas de retour, non, pas de retour du tout, non. D'accord. C'est un problème général? Oui, tout à fait. Que d'autres rencontrent. Comment vous allez composer avec ça? Donc vous êtes prêt à vous asseoir sur du chiffre d'affaires, c'est ça la contrainte? Par l'obligation, oui, parce qu'après on va décevoir les clients. Moi, je veux pas, ma clientèle, j'ai beaucoup d'habitués et tout ça, je ne veux pas décevoir les clients. Donc je préfère fermer que mal servir. Beaucoup choisissent cette solution. C'est plus raisonnable finalement? Oui, j'ai des collègues qui sont dans le même métier, qui font la même chose, qui ferment certains jours pour justement que les gens puissent récupérer. Vous savez, côté cuisine, que ça manque? C'est un problème de formation du coup? La compétence n'est plus là? Les gens sont partis faire autre chose? Oui, alors il y a beaucoup de personnes qui ont quitté le métier, qui sont partis dans différents métiers, qui se sont rendus compte que bon, ils avaient équivalent ailleurs. En plus, ils avaient les week-ends. C'est vrai que nous, le week-end, on travaille, donc c'est plus compliqué, quoi. Merci beaucoup, monsieur. Bon courage pour votre recherche et votre service. Merci, au revoir. Au revoir. Autre terrasse, même difficulté pour vous, Madame Kirby. Racontez-moi un petit peu pour vos emplois de cet été. Est-ce que vous avez trouvé tout le monde? Non, pas tout. Cet été, c'est un problème dans le service. Heureusement, mon cuisine est très bien. Je suis très content avec la cuisine. Mais le service, on manque des personnels. Est-ce que vous avez des candidatures déjà? Oui, mais le problème ici, il y a beaucoup de tourisme, beaucoup de mariages de Anglais et Irlandais. Nous avons 40 réservations de mariage cette année. Et le problème avec les personnels, c'est vraiment nécessaire qu'ils parlent anglais et français. Parce que nous sommes en France et il y a des clients français aussi. Et ça, c'est le problème. Les Anglais ne parlent pas français, les Français ne parlent pas anglais. Et donc, c'est vraiment difficile de trouver les bons personnels. À mon avis, je pense que toutes les bons personnels qui veulent travailler sont déjà trouvés travail ailleurs à cause de Covid, quand la restauration était fermée. Et maintenant, ils ne veulent pas revenir, malheureusement pour nous. Avec la difficulté peut-être de se loger en milieu rural? Oui, aussi ici, c'est un bon endroit pour les touristes et c'est cher. C'est compliqué pour les jeunes de trouver et louer les hébergements
quand ils travaillent. Ça, c'est un vrai problème ici. Oui, du coup, il reste presque pour rien du salaire, ça devient pas intéressant de Exactement, oui, exactement. Et je comprends. Et le problème, si nous n'avons pas une pleine équipe de personnel, on ne peut pas ouvrir tout le temps. Et ça, c'est un dommage pour Aubert aussi. Oui. Hein. C'est une question de qualité du service. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à ces quelques questions. Okay, merci. Madame Chassagne, c'est un défi difficile qui attend les professionnels, accueillir plus de monde avec moins de personnel? Oui, parce que la crise sanitaire est, on va dire, derrière nous, mais il y a une troisième crise, c'est la crise effectivement de tout ce qui touche à la profession du service. Alors c'est pas que régional, c'est national et même international. On a un vrai changement. Je crois qu'il y a eu un arrêt sur image pendant cette crise sanitaire où les gens ont pu vivre autrement, privilégier leur vie de famille. Et aujourd'hui, les horaires décalés, la difficulté de se loger aussi pour les saisonniers pose problème. Ce qu'il faut dire tout de même, c'est que les professionnels se sont déjà organisés. Il y a beaucoup de gens qui proposent aujourd'hui d'autres accueils auprès de leurs salariés pour justement soigner aussi peut-être ce qui n'a pas été le cas pendant de nombreuses années, cette profession qui a été très peu reconnue et parfois même et surtout sur la période estivale avec des conditions d'hébergement qui étaient tout à fait critiquables. Là, les professionnels sont déjà dans l'action, proposent des hébergements, ont trouvé des solutions, ont rehaussé les salaires pour certains quand ils le pouvaient, proposent notamment par exemple d'employer un couple et de proposer les mêmes jours de congé. Mais il y a vraiment une difficulté. Là, on va vers des difficultés massives. Oui, parce que ça veut dire... C'est la panique, c'est quoi le C'est la panique, je ne sais pas si c'est la panique, mais c'est une réelle difficulté pour les pros qui se disent, ben voilà, il y a un établissement que je ne vais pas ouvrir parce que je n'ai pas le personnel. Je pense au Marais Poitevin avec les bateliers qui ne trouvent pas non plus de personnel. Ça veut dire qu'on n'accueille plus les autocaristes, on n'accueille plus les touristes qui sont là. Donc c'est toute la profession du tourisme et c'est aussi une chose qui est grave, c'est sur la qualité. C'est l'image de marque de la région. L'image de marque et l'image de l'excellence à la française et de tout ce que nous pouvons soigner depuis des années risque aussi de subir cette crise. Oui, parce qu'en Nouvelle-Aquitaine, le tourisme pèse 18 milliards d'euros de consommation. Exactement. C'est énorme comme intérêt à préserver. Complètement. Aujourd'hui, il y a plus de 5000 emplois à pourvoir dans le tourisme en Nouvelle-Aquitaine. Donc vous imaginez que les professionnels derrière attendent, se réorganisent. Et je pense aussi aux petites structures, parce que tout le monde n'a pas de grosse structure. Quelqu'un qui travaille en cuisine avec son épouse en service, c'est souvent le cas. C'est dramatique parce que voilà, il n'y a pas de relais et on est obligé de fermer, de faire moins de services. Donc nous allons mener des opérations, notamment de communication, pour valoriser aussi ces professionnels qui ont des choses à offrir de qualité. Et puis aussi mener un travail avec Atout France sur la profession, pour revaloriser cette profession. Je crois qu'on en a vraiment besoin. La collectivité axe aussi ses objectifs sur le tourisme durable. Oui. C'est quoi le chantier prioritaire là-dessus ? Sur le tourisme durable, le chantier prioritaire, c'est d'être la première région durable de France. Ça veut dire que c'est encore une fois accompagner les pros dans leurs initiatives, les valoriser aussi parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont déjà en place, où on va soigner le débit d'eau, où on va vraiment prendre en compte le comportement aussi du touriste quand il arrive sur son lieu de résidence. Beaucoup de choses sont en notre faveur, sur notamment les itinérances douces. On a un territoire qui se prête fondamentalement au tourisme vert, mais le tourisme vert, c'est pas juste une question de faire un tour de vélo, c'est comment je consomme sur mon lieu de vacances, comment je respecte l'environnement, comment je prends soin aussi de l'environnement. Comment on assure les derniers kilomètres pour ceux qui arrivent en train? Exactement, donc là ça veut dire aussi de mener des actions pour ne plus utiliser sa voiture. On sait que plus de 60% de nos touristes arrivent avec le triptyque, un vélo, voiture, train et puis peut-être vélo en dernier moyen, avion aussi. Donc il faut soigner ça. Nous avons passé un contrat avec l'ADEME justement pour travailler sur 2 territoires d'expérimentation, Biarritz et Bordeaux pour le zéro voiture. Et puis il y a la question aussi des derniers kilomètres qu'il faut travailler avec les professionnels pour les aider quand on arrive par exemple à Angoulême, on peut y arriver en train, mais comment on
on fait d'Angoulême à ici? On prend forcément sa voiture, on prend un car, on peut prendre un vélo. Si on prend un vélo, où est-ce qu'on le recharge? Ça veut dire qu'il faut aussi travailler dans la concertation avec toutes les collectivités, je pense les agglos, les communes, les départements, pour que tout le monde comprenne cette urgence à travailler ensemble si on veut proposer des solutions. Il y en a déjà beaucoup sur notre territoire, beaucoup de professionnels sont déjà engagés. Donc là aussi, notre rôle au CRT, c'est de les accompagner dans la communication de leurs pratiques et dans la diffusion des bonnes pratiques. Parce que nous ne sommes pas prescripteurs, on est plutôt les communicants pour les aider à travailler. Les pouvoirs publics, est-ce qu'ils s'emparent assez de ces questions ? Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus passer à côté du sujet. Les collectivités sont très engagées dans le durable, ça fait partie des feuilles de route. Et sur la région, c'est notamment le grand chantier d'Alain Rousset avec, j'allais dire Terra Aventura, parce que j'en ai pas parlé, mais Néoterra. Et ça me fait rebondir sur Terra Aventura aussi, qui est la success story du comité régional de tourisme, puisque c'est des parcours chasse au trésor. Où on est connecté, c'est accessible de 7 à 77 ans, n'importe où. Et typiquement ici, sur des petits villages magnifiques, eh bien c'est l'opportunité aussi de trouver, de découvrir un paysage et de consommer autrement avec et de finalement un petit peu les ados, de les réintéresser à ce tourisme qu'ils peuvent trouver ennuyeux parfois. Exactement. Et puis c'est partout sur le territoire. Donc c'est encore une fois, c'est aussi des propositions qui s'inscrivent dans une démarche de consommer autrement, visiter autrement. Alors, il y a des initiatives individuelles, vous l'avez dit, l'idée, votre rôle, c'est de les faire diffuser. Vous avez des exemples de bonnes pratiques ? Je vous en parlais tout à l'heure. Je vous disais qu'on a un bon nombre d'hôteliers, par exemple, qui font prendre conscience de la consommation locale de leurs touristes présents, en disant voilà, si on change les draps pendant votre séjour où vous avez 2 nuitées, eh bien vous impactez forcément plus l'environnement. Il y a aussi toutes les solutions, on va dire, de mobilité douce qui sont proposées aux touristes pour ne plus utiliser la voiture. Il y a encore aussi des hébergements de type agriculture bio et gîtes qui sont proposés notamment sur le territoire où on va pouvoir découvrir la permaculture, d'autres modes aussi de vacances où on va être vraiment centré sur la nature, sur l'environnement et découvrir peut-être des choses différemment. Il y a toute une liste, elle est très importante. Je pense aussi au littoral, on ne peut pas passer à côté. Il y a beaucoup d'intérêt aussi pour le surf aujourd'hui et ce sont typiquement des initiatives qui rapprochent de la nature, aussi de l'importance de l'eau, de la qualité de l'eau et de faire comprendre que l'océan, ce n'est pas une grande poubelle ouverte. Ça aussi, les professionnels travaillent beaucoup là-dessus. Merci beaucoup Madame Chassagne d'avoir participé à cette émission. Merci aux équipes de France 3 qui l'ont réalisée et à la municipalité qui nous a accueillis dans ce si beau lieu. La semaine prochaine, nouveau dimanche en politique spécial en extérieur. Ce sera pour partager avec vous Lire à Limoges. Rendez-vous donc dimanche prochain à 11h. Après les conseils de destination, on vous conseillera donc les bons livres pour cet été. Prenez soin de vous. Bel été.